est directeur d'évaluation des médicaments et des produits biologiques de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. En ce qui concerne son passé, je lui fais confiance s'il le souhaite pour nous en parler. Mais avant, je dois quand même l'informer que cette audition est ouverte à la presse, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, et donne lieu à un enregistrement audiovisuel en vue de sa diffusion sur Public Sénat et sur le site internet du Sénat. Et je vous demanderai, puisque cette audition est publique, et en application de l'article L 4113-13 du Code de la santé publique, de nous faire connaître, si vous en avez, vos liens d'intérêt avec des entreprises produisant ou exploitant les produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits. Monsieur Philippe Lechard, vous avez la parole. Je n'ai aucun lien d'intérêt avec l'industrie depuis que je suis à l'AFSAPS. Vous n'avez, bon, certes, vous n'avez aucun lien d'intérêt, mais vous en avez eu. Alors, je me suis effectivement, comme j'allais vous auditionner, j'ai fait un petit retour en arrière, j'ai consulté vos déclarations publiques d'intérêt à l'AFSAPS. Et alors, j'ai constaté qu'elles étaient lacunaires, voire contradictoires et quelquefois absentes. Alors, c'est l'occasion, puisque nous nous voyons, ça n'est pas fréquent, de vous demander pourquoi il en est ainsi. Alors, je vais préciser, si vous voulez, c'est... Par exemple, parce que vous étiez à la commission d'AMM avant d'être directeur de l'évaluation, et donc vous n'avez pas fait de déclaration en 2004. Je n'en connais pas la raison. Non, moi je me fie simplement aux fiches qui sont rendues publiques sur le site de l'AFSAPS. Je n'ai pas d'autres moyens de m'informer. C'est pourquoi vous allez certainement m'apporter des éclaircissements à ces questions que je me pose. Vous avez fait 2 déclarations en 2005, par exemple. Une le 2 avril, où vous faites état de l'existence de 6 liens d'intérêt, et une le 8 septembre, où vous déclarez ne plus avoir de lien d'intérêt. Donc en quelques mois, ces liens ont disparu comme enchantement. C'est possible, je n'en sais rien, mais enfin, ça mérite quand même de votre part quelques explications, même si c'est ancien. Mais vous savez, selon la pratique anglo-saxonne, on doit aussi parler de ces liens d'intérêt dans les 5 ans qui précèdent la prise de fonction. Vous le savez, puisque vous êtes aussi à l'agence européenne. Et en 2006, la déclaration de 2006 dément celle du 8 septembre 2005, puisqu'elle fait état de 4 liens avec Merck et un lien direct avec AstraZeneca existant en 2005. Alors, vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas très cohérentes. Et je viendrai aussi à vos déclarations à l'agence européenne, si vous le voulez bien, après que vous m'ayez répondu, si vous le souhaitez, et si vous avez les éléments de réponse, à ces interrogations que je fais. Vous avez la parole, monsieur le professeur. Oui, alors je ne suis, si je me souviens bien, j'étais à la commission d'AMM depuis fin 2006, puisque j'ai pris mes fonctions donc en tant que directeur en juillet 2007. D'accord. Avant, j'étais expert, membre du groupe de travail thrombose sur les antithrombotiques à l'agence. Vous avez été nommé à quel groupe de thrombose? Groupe thrombose. En janvier 2007, non? Non, avant. Plusieurs années bien avant. Plusieurs années avant. Je ne me souviens plus exactement quelle année, mais c'était plusieurs années. Et c'est à ce titre que vous avez déclaré vos liens d'intérêt. Voilà. Alors, écoutez, il est possible que je n'ai, en 2004, 2005... oui, j'ai les documents ici, vous savez, ils sont là. Oui, je n'ai pas inventé. Mais peut-être qu'ils sont faux. Peut-être que... Non, c'est sûrement pas faux. C'est que s'il y a des apparentes contradictions, c'est que j'ai dû oublier éventuellement une fois de déclarer. Les liens d'intérêt que j'ai déclarés dans cette période, si vous voulez, correspondaient à des liens d'intérêt correspondant à des études de recherche clinique que j'ai menées surtout dans le domaine des bêta-bloquants dans l'insuffisance cardiaque et des antithrombotiques d'une manière générale. Donc ce sont des liens d'intérêt en tant que principalement investigateur principal d'études cliniques
Et donc, comme ces études, si vous voulez, à un moment se terminent, quelquefois, effectivement, il peut y avoir une ambiguïté sur la fin d'un conflit d'intérêts. Mais je suis prêt à vous fournir toutes les informations d'accord, parce nécessaires. Que là, il y a effectivement des lacunes, que je ne m'explique pas. Donc, si vous pouvez me fournir... Alors, venons-en, si vous voulez, à vos déclarations à l'Europe. Alors, même chose, là, je m'aperçois que, en les consultant, hein, vous avez donc déclaré des liens d'intérêt avec un laboratoire pour des recherches sur l'hypertension, je pense, et vous avez oublié de mentionner les liens que vous aviez avec Sanofi Aventis, par exemple. Alors, non, mais peut-être que c'est pas un oubli, peut-être que vous avez... peut-être qu'il y a des raisons pour lesquelles vous n'avez pas parlé de ces liens. C'est la raison pour laquelle je vous interroge. Ce sont des déclarations d'intérêt qui remontent à 2008 et 2010. Vous êtes bien d'accord, hein. D'ailleurs, elles sont sur Internet à la disposition de quiconque veut s'informer. Alors. Tout à fait. Alors, il s'agit d'une étude que j'ai menée, que j'ai commencée avant d'arriver à la direction de l'évaluation à l'AFSAPS, sur un produit effectivement de la Sanofi, l'enoxaparine, mais ce n'était pas une étude... C'est le Lovenox dans le commerce, voilà, c'est ça. Ce n'était pas une étude qui était promue par la Sanofi, c'était une étude qui est promue par la Société française de cardiologie. Oui, mais enfin... Et... oui, mais si c'est ce détail a une importance, c'est pour cela que je l'ai déclaré à la FSAPS, mais je ne l'avais pas déclaré à l'agence européenne, parce qu'à l'agence européenne, j'avais compris, et c'était comme ça qu'on l'a compris, qu'on ne déclare que les liens avec les promoteurs industriels. Donc là, comme c'est une institution, si vous voulez... Monsieur le professeur, je suis désolé, mais enfin, vous jouez sur les mots. Qui finance la Société française de cardiologie? C'est pas vous, c'est pas moi. C'est quand même le laboratoire Sanofi, Sanofi notamment. Oui. Hein, et Servier aussi, quelquefois. Oui. Hein, oui. Vous êtes bien d'accord avec moi, hein? D'accord. Parce que, oui, alors... En l'occurrence, si vous voulez, c'était une étude d'adaptation de dose chez des patients qui reçoivent de toute façon le produit. Donc, c'était une étude pour essayer d'améliorer la prise en charge des patients. Enfin, je pense que vous auriez dû le mettre, vous voyez. Parce que, je vous dis ça pourquoi? Parce que, comme par hasard, dans la foulée, vous étiez chargé d'une mission comme co-rapporteur. Et cette mission portait sur quoi? Ben, sur la crise des héparines, vous voyez. Alors, est-ce que vous auriez été nommé co-rapporteur sur la crise des héparines si on avait su que vous aviez des liens, même par société, comment dirais-je, de cardiologie interposée, avec Sanofi Aventis? Et est-ce que vous êtes sûr que ces liens d'intérêt avec Sanofi Aventis n'ont pas, comment dirais-je, obéré les résultats de cette mission dont vous étiez le co-rapporteur? Alors, je répondrai, il n'y a aucunement. C'est-à-dire que les deux problèmes sont complètement différents. Complètement différents. Si vous voulez, l'affaire des héparines, j'ai pu m'en occuper précisément parce que je connaissais bien le dossier. Et ayant travaillé sur les héparines, j'étais bien placé. Nous avons pu œuvrer avec M. Marimbert pour gérer au mieux cette crise grave que vous connaissez. Et si vous voulez, il n'y a aucun lien, si vous voulez, entre l'étude que j'ai faite avec l'enoxaparine, d'ailleurs, et les précédentes, sur les anticoagulants, et la gestion de la crise des héparines, qui était un problème de qualité, vous le connaissez sûrement, avec un problème de falsification de la matière première des héparines chinoises. Donc, comme effectivement la Sanofi est le principal producteur de ces héparines dans le monde, effectivement, la Sanofi était en jeu. Et nous avons pu gérer cette question. Je dois dire de manière... Et là, vous ne pensez pas qu'il y a un petit problème de juger parti? Non, franchement... Parce que... Vous pensez que quand vous travaillez pour Sanofi, c'est pas le même homme que celui qui travaille pour la puissance publique? Ça n'a rien à voir. Attendez, j'avais travaillé... moi, je vous admire, monsieur le professeur. Non, mais j'avais travaillé Moi, je ne serais pas capable de faire cette séparation. C'est vrai que, bon... Mais je ne serais pas capable. Monsieur le Président... Et moi, je suis qu'un président de mission, quoi. C'est pas... Ça n'a rien à voir. C'était avant, si vous voulez. Avant que j'arrive à la FSAPS, je faisais mon travail de chercheur hospitalo-universitaire. Donc, on fait des études pour... en l'occurrence, bon. Donc là, si vous voulez... J'ai justement, dès que je suis arrivé
à la FSAPS, j'ai demandé à la société de cardio de me démettre de ma fonction d'investigateur principal de cette étude qui s'est terminée sans problème. Mais enfin, vous figurez toujours hein, sur le fichier gouvernemental des USA là, comme investigateur. Hein. Ben oui, puisqu'au départ, on a déclaré cette étude, forcément. Oui. Donc, enfin, vous voyez, ce mélange des genres, c'est dans ces périodes troublées par l'affaire du Mediator, on est très vigilant hein, sur les conflits d'intérêts. Je trouve que votre situation n'est pas des plus confortables. Hein. Ça, je le reconnais. Hein. Je pense que c'est pas clair. Quoi. Et c'est ça qui m'inquiète un peu, compte tenu du poste que vous occupez à la FSAPS. Et quand je pense que c'est la pauvre Madame Casto qui a été virée, je trouve que c'est injuste. Hein. Maintenant, je vais vous donner la parole si vous souhaitez faire une intervention liminaire et ensuite. Madame la rapporteure vous posera des questions. Écoutez, si vous le souhaitez, je peux faire une intervention liminaire sur mon... Comme vous le souhaitez. Oui, sur ma vision de l'histoire du Mediator, dans la mesure où M. Aquilino Morel m'a demandé de rédiger la note de pharmacologie concernant le produit. Mais comme vous avez eu donc beaucoup d'autres auditions, je ne sais pas, c'est-à-dire que, mais je peux essayer de vous résumer la façon dont je vois les choses rapidement. C'est-à-dire qu'il faut remonter effectivement assez loin pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Et il faut remonter aux années 60 où les laboratoires Servier s'intéressait donc à la problématique des anorexigènes et des amphétaminiques et avait découvert une série de molécules dérivées d'un noyau fenfluramine, des molécules qui avaient uniquement la propriété anorexigène des amphétamines et n'avaient pas la propriété stimulante du système nerveux central. Et donc ça leur paraissait intéressant de pouvoir développer effectivement des anorexigènes dénués des propriétés stimulantes des amphétamines. Et donc c'est comme ça que l'histoire est partie. Ils ont commencé à développer une première... et ils ont développé à peu près 250 molécules, toujours à partir d'une même molécule de base qu'on retrouve après, qui est la norfenfluramine. Et puis donc ils ont développé le pondéral, première fenfluramine, et ensuite, 10 ans après, donc pondéral 65, Mediator 75, effectivement, suivant une stratégie industrielle, ils ont voulu développer ce produit dans une autre indication qui était les troubles du métabolisme. Et c'est là, effectivement, que commence l'ambiguïté et les problèmes, puisqu'ils ont volontairement positionné le produit sur une indication thérapeutique différente de celle du pondéral. Alors, et c'est dès 1968 que l'on sait que les anorexigènes, avec l'aminorex, peuvent poser des problèmes, puisque en Autriche et en Suisse, l'aminorex est retiré du marché à cause d'une épidémie donc d'hypertension artérielle pulmonaire. Et puis, donc, les années passent. Servier remet sur le marché en 85 l'isoméride. Et là, jusqu'entre 85 et 95, il y a une intense pression marketing, en fait, avec donc l'isoméride est largement utilisé, et donc apparaissent des problèmes effectivement d'hypertension artérielle pulmonaire qui vont conduire le professeur Abenaïm à faire son étude et à démontrer que effectivement les fenfluramines sont associées à une hypertension artérielle pulmonaire. Le produit, je passe les détails, est commercialisé aux États-Unis et en 97, donc 2 ans après, il est retiré du marché américain à cause des problèmes valvulaires cette fois-ci. Et donc simultanément en France, l'isoméride est aussi retiré du marché. Mais à l'époque, il y avait en fait, de manière surprenante, peu de valvulopathie notifiée avec l'isoméride. On en a retrouvé à peu près quelques-unes après. Et puis le Mediator continue sa voie, et de manière surprenante, c'est là l'étape clé. En 1999, il y a tout un débat européen sur les anorexigènes, et on décide donc de retirer les anorexigènes du marché pour des raisons à la fois pour les fenfluramines de toxicité et d'inefficacité pour les autres. Et de manière très curieuse, le benfluorex échappe à cette épuration, si on peut dire. Et là, effectivement, l'agence à la FSAPS n'a pas été suffisamment percutante vis-à-vis de Servier, puisqu'on leur a demandé de faire une étude, puisque si on le laissait sur marché, on avait quand même un doute
sur la toxicité valvulaire, puisque quand même dans l'inconscient, on pourrait dire dans l'inconscient collectif, il y avait quand même la notion que c'était pareil ou pas très très proche et qu'il peut y avoir une toxicité valvulaire. Donc on demande une étude pour surveiller, vérifier qu'il n'y a pas ou qu'il y a des lésions cardiaques. Malheureusement, cette étude n'est pas faite. Servier traîne, l'agence n'est pas suffisamment réactive. Et puis effectivement, de manière surprenante, apparemment, il y a moins de cas d'hypertension artérielle pulmonaire rapportés avec le Mediator qu'avec l'isoméride. Et donc, à l'agence, en réinterrogeant les personnes qui étaient là à l'époque, les personnels de l'agence étaient obnubilés par l'hypertension artérielle pulmonaire, plus que par les valvulopathies. Et comme il n'y avait pas de notification ni de l'un ni de l'autre, ou très peu, avec le Mediator, donc le Mediator est resté sur le marché. Et puis, vous connaissez la suite, progressivement quelques notifications, et puis c'est surtout le travail d'Irène Frachon qui, en 2008, puis surtout en 2009, en faisant un travail de recherche prospective, bien que rétrospectif, mais c'est un travail de recherche sur les bases de données, qu'elle notifie, qu'elle retrouve beaucoup de cas de valvulopathie opérés chez les patients ayant pris du Mediator. Et donc à partir de ce moment-là, les choses sont allées plus vite. J'ai reçu Irène Frachon moi-même en septembre quand elle a fait son étude cas témoin, et c'était évident qu'il fallait à ce moment-là retirer le produit, ce qu'on a fait en novembre. Puis ensuite, je suis intervenu plus tard, à partir du moment où, notamment, Gérard Bapt a fait état en août 2010, de l'hypothèse de 500 à 1000 morts à partir d'une thèse rennaise. Et à ce moment-là, pour étayer cette question, j'ai demandé à la CNAM, c'est moi qui ai demandé à la CNAM de faire une étude complémentaire à partir de l'étude que la CNAM avait déjà faite sur les hospitalisations chez les diabétiques. Et je leur ai posé la question, est-ce que vous pouvez avoir un complément d'information sur la mortalité? La réponse a été oui. Je leur ai dit, est-ce que vous pouvez complémenter? Et d'où le débat et les études complémentaires sur la mortalité. Merci, monsieur le professeur. Bon, je vais tout de suite passer la parole à madame la rapporteure qui va vous poser un certain nombre de questions. Vous avez déclaré que la FSAF n'avait pas retiré le Mediator en 1999 parce qu'elle s'était endormie et que les équipes qui étaient en charge de l'évaluation à l'époque auraient dû réagir, mais ne l'ont pas fait. Quelles étaient, selon vous, les causes de cette somnolence? On a reçu tout à l'heure le professeur Montastruc, chef du service de pharmacovigilance du CHU de Toulouse, qui avait lui-même publié une étude en 2006 et qui montrait les conséquences du Mediator sur la valvulopathie. Où faut-il identifier le dysfonctionnement? Où faut-il? Alors, j'ai pour ma part deux points. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les laboratoires Servier ont fait si bien en sorte de présenter le produit comme différent de l'isoméride et des autres anorexigen, eh bien, l'ensemble de la communauté scientifique n'a pas considéré suffisamment le fait que le produit était proche, donc susceptible de donner les mêmes complications. Donc on était sur cette position, c'est-à-dire qu'on n'avait pas peur du Mediator comme on a eu peur de l'isoméride. Donc ça, c'est un état de fait qui était, qu'on peut reprocher, c'est vrai, mais les pharmacologues, tout le monde, les scientifiques n'ont pas... Il n'y a que les Italiens qui, en 1999, qui avaient clairement travaillé, qui avaient travaillé d'ailleurs avec Servier, depuis longtemps, qui ont clairement dit c'est très proche, c'est un métabolite commun, il faut clairement considérer le Mediator comme similaire à l'isoméride. Bon, mais ils n'ont pas été entendus. Je voudrais, si vous voulez, il n'a pas été le premier, M. Garattini. Des médecins généralistes, dès 1977, dans la revue Pratique, avaient déjà identifié le produit. C'était pas des grands pharmacologues, c'était des tout petits. Mais ils sont arrivés quand même à dire, avant tout le monde,
ce que tout le monde reconnaît aujourd'hui. C'est quand même assez extraordinaire, hein. C'est comme ça. Alors peut-être qu'ils ont été guidés par le terme Benfluorex. Je sais pas. Parce que, effectivement... Mais il n'aurait pas fallu. Si, c'était quand même... Si, ils ont fait leur travail. Oui, bien, tout à fait. Il aurait fallu, effectivement, reconnaître que... Oui. Alors comment expliquez-vous que les grands pharmacologues qui se sont succédés après n'ont pas pu arriver à identifier qu'est-ce qu'il y a. Mais en 2006, le professeur Montastruc, donc plus tard, l'a identifié. Là, vous faites un bond, là. Hein. Oui. Non, mais en 2006, Montastruc fait c'est un article sur un cas de valvulopathie. Oui. Mais il ne fait pas... Je vais d'ailleurs poser la question... Sous Mediator. Oui, sous Mediator, mais en 2006. Oui. Hein. Mais il ne va pas plus loin. Il ne fait pas ce qu'a fait Irène Frachon, par exemple. Je lui dis, pourquoi tu n'as pas fait en 2006 et pourquoi personne n'a fait en 2006 ce qu'Irène Frachon a fait en 2009 ? Pas de réponse. Oui. On est habitué à ne pas se voir de réponse. Hein. Personne n'a rien vu. Personne n'était là au moment où il fallait. Alors, est-ce que je peux donc compléter donc il y a un deuxième point qui est pour moi est très important. C'est-à-dire que puisque on n'a pas positionné correctement le produit. C'est qui ? L'AFSAPS. Ah, d'accord. L'AFSAPS n'a pas positionné le produit et n'a pas alerté. Le directeur de l'AFSAPS a dit qu'il n'était pas au courant. Hein. Le directeur de l'agence du médicament à l'époque, hein, a dit qu'il ne savait pas qu'existait le Benfluorex. Hein. Voilà. Le résultat, c'est qu'il n'était pas à partir du moment où il n'est pas positionné comme très proche du Mediator. Bon. Donc on ne le soupçonne pas. On ne le soupçonne pas de donner les mêmes lésions. Et à ce moment-là, si vous voulez, la pharmacovigilance ne peut pas remonter un signal que, d'une part, les médecins ne notifient pas puisqu'ils ne sont pas avertis. La meilleure preuve, c'est que donc les médecins n'avaient pas de raison de notifier, si vous voulez, de relier une valvulopathie au Mediator, puisqu'on ne leur avait pas dit qu'il fallait le faire. D'accord ? Donc, non seulement on ne leur avait pas dit, mais ça n'a jamais figuré dans le RCP. Bien sûr, jamais. C'est parce que... Pendant 30 ans, on est d'accord. Parmi les effets indésirables, jamais il n'a été fait mention de valvulopathie ou de cardiopathie ou d'hypertension. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire ? C'est quand même extraordinaire. Ça peut vous paraître extraordinaire. Ce qui était extraordinaire... peut-être que je suis le seul à qui ça paraît extraordinaire, mais enfin, je peux le dire en tout cas. Hein. Ça ne vous paraît pas extraordinaire ? Si. Bon, on est deux alors. Hein. Oui, mais... ça me rassure. Hein, on est plus nombreux. Très bien. Non, mais... C'est quand même quelque chose... Non, nous sommes d'accord. Je voulais donc préciser... C'est comme la commission d'AMM qui fait les fiches. Oui, mais si vous voulez, pour ces vieux médicaments, à partir du moment où une fois qu'il est positionné sur une indication et sur une définition, si vous voulez, on ne refait pas toute l'histoire pour tous les vieux médicaments. On n'a pas les moyens de le faire, on n'a pas de raison non plus de le faire, si vous voulez. Parce que ce produit est là depuis 1975 sur le marché. Oui. Et il n'y a pas d'événement indésirable notifié. Et la notification, elle est basée, c'est ça que je voulais juste compléter, la notification, elle est basée sur la notification spontanée par les médecins. Mais les médecins ne vont notifier que s'ils sont avertis. Donc, comme ils n'étaient pas avertis, ils n'ont pas notifié. Et quand on revoit dans la base de données CNAM en 2006, si vous voulez, vous avez à peu près, donc, en 2006, sur les 300 000 patients qui prenaient du Benfluorex, du Mediator, il y en a, dans les années qui suivent, il y en a 300 qui ont subi un remplacement valvulaire. 300, d'accord ? 300 patients qui, dans les années suivantes, ont subi un remplacement valvulaire qui avait pris du Mediator. Aucun de ces cas, ou très peu, n'ont été notifiés. Et si vous extrapolez aux 33 ans de commercialisation et aux 5 millions de patients qui ont pris du Mediator, 300 000 versus 5 millions, 300 remplacements valvulaires, si vous multipliez par 15, vous en avez à peu près 4 000. Ça veut dire que 4 000 patients en France ont probablement subi un remplacement valvulaire alors qu'ils avaient pris du Mediator. Oui, combien de cas ont été notifiés à l'agence ? 1 ou 2 ? Oui, il y a une sous-notification, voilà, c'est connu. Enfin, écoutez, monsieur le professeur, je pense qu'on avait en 99 et une première nation. C'est vrai que au moment où on a découvert la première valvulopathie, la première valvulopathie en 1999 à Marseille, et la première hypertension
artérielle pulmonaire la même année. C'est l'équipe de Beckler, je crois, qui l'a découverte. C'est vrai que à l'époque, on ouvrait le Vidal, effectivement, il n'y avait pas d'effet indésirable. Là, on peut le comprendre à la limite, hein, mais on n'est pas trouvé dans les années qui suivaient cette indication. Ça dépasse l'entendement. Hein, je veux bien reconnaître qu'en 99, oui, ok, hein, la preuve c'est que les médecins de Beckler, quand ils ont ouvert le Vidal, ils n'ont pas trouvé. Hein, mais après, il aurait quand même fallu au moins l'indiquer. Or, ça n'a jamais été fait. Donc, il y a là quand même quelque chose d'absolument inexplicable et je dirais même inadmissible. On doit quand même mentionner. Si jamais cette mention avait été faite, peut-être qu'un plus grand nombre de médecins auraient pensé à relier une valvulopathie ou une cardiopathie à la prise de Mediator. Parce que quand cet effet indésirable n'est pas mentionné, il est évident qu'un médecin ne peut pas imaginer que le Mediator puisse être le responsable. Donc il y a là effectivement une faute, et je dirais une faute grave, hein, de la part, non pas du Vidal, hein, mais de ceux qui établissent les fiches du Vidal. Alors je sais que ces fiches sont établies d'une façon un peu rigoureuse, hein, puisqu'on demande l'avis du laboratoire, et quand le laboratoire n'est pas d'accord avec ce que propose la commission d'AMM, eh bien on corrige, hein, pour répondre aux souhaits du laboratoire. Et en ce qui concerne le Mediator, il suffit de consulter les annexes du rapport et on s'aperçoit qu'il y a quand même des injonctions du laboratoire vis-à-vis des rédacteurs des fiches qui sont inadmissibles. C'est d'autant plus inadmissible que ces injonctions sont suivies d'effets de la part des rédacteurs. Ils respectent, hein, les demandes du laboratoire. En ce qui concerne en particulier, ils ont toujours refusé qu'on inscrive que le Mediator était un anorexigène. Or, à plusieurs reprises, les rédacteurs des fiches ont proposé de le mettre. Ça a toujours été refusé par le laboratoire et les rédacteurs ont toujours obéi. Et c'est ça qui n'est pas admissible. Oui. Bon, je ferme la parenthèse et je vous passe la parole, sauf si vous avez quelque chose à ajouter, monsieur le professeur. À partir de l'affaire du Mediator, avez-vous d'abord quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire ? Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que, simplement, si je peux interpréter pourquoi les complications valvulaires et hypertension artérielle pulmonaire n'ont pas été inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit, c'est-à-dire pas le Vidal, mais l'AMM, si vous voulez, l'AMM, hein, par l'agence. Oui, par l'agence. Je crois, c'est parce que, à l'époque, il a été considéré... Servier ne le voulait pas. C'est tout, c'est clair, c'est évident. Alors, mais il y a des preuves, hein. Il y a des... Non, mais il y avait... il n'y en avait pas assez, si vous voulez. Je pense que c'est un des éléments. Il n'y en avait pas. Il faut combien de morts, hein. Oui, mais un mort, c'est suffisant, surtout s'agissant d'un médicament qui est inefficace. Autrement dit, est-ce que l'AFSAPS est indépendante des études menées par les laboratoires et surtout de la présentation qui en est faite? Et comment, si ce n'est pas le cas, comment y remédier? L'AFSAPS doit être indépendante dans ses interprétations, c'est-à-dire que les laboratoires nous fournissent les études qu'ils font dans le cadre du développement de n'importe quel produit. C'est à nous de les analyser. Vous avez l'évaluateur interne et on s'aide d'experts externes. Ça, c'est un travail effectivement qui doit être indépendant de l'industrie dans l'interprétation. Et c'est évident, c'est la base. Alors, effectivement, les laboratoires, d'une manière générale, et Servier en particulier, cherchent toujours à défendre leur position et leurs produits et à essayer de présenter les choses de la même façon. À nous de nous défendre. Malheureusement, il n'y a rien en face. Hein. Alors, ils n'ont aucun mérite de l'emporter à chaque fois. Hein. Oui, pas tout à fait, quand même. Oui. Et pour en finir avec l'affaire du Mediator, après, je voudrais vous poser une question sur la pharmacovigilance. Comment expliquez-vous que la coordination européenne n'a pas poussé la France à retirer le Mediator du marché, puisqu'il avait été retiré dans d'autres pays européens? Alors, il faut bien replacer dans les dates. C'est-à-dire que
enfin, il y a 99 où il y a le débat européen, effectivement. Là, pour moi, en fait, c'est là la période clé. On aurait dû le retirer. Enfin, c'est plutôt un enlisement, hein, comme on dit. Hein. Bon, plus qu'un débat. Hein. Alors, Et après, si vous voulez, ça c'est 99. Après, vous avez le retrait, enfin, en Espagne, c'est 2003, je crois. Oui, c'est ça. En Italie, je crois que c'est 2005 ou 2004. Oui. Voilà. Bon. Alors, effectivement, en Espagne, c'est un retrait simultané d'un cas de valvulopathie opérée. Voilà, un seul suffira. C'est mystérieux. Voilà, mais en Espagne, un seul. Ici, il en faut. Oui. Je ne sais plus combien. Oui, non, c'est une critique qu'on reçoit, hein, effectivement. Bon. J'ai pas de. On aurait dû, effectivement, pour moi, on aurait dû le retirer en 99. Bon. Bien sûr. Bon. Il y avait deux alertes qui me semblaient tout à fait importantes. Hein. On est d'accord là-dessus, au moins. Madame le rapporteur. Madame la rapporteure, pardon. Oui, vous n'avez pas été jusqu'au bout du système. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi en 99, finalement, on ne l'a pas retiré? Et ça, c'est le plus mystérieux, parce qu'on avait tous les éléments. Les Italiens avaient démontré que c'était pareil, enfin que c'est pareil, qu'il y avait un métabolite commun, que la structure chimique était très proche, donc s'il y avait des complications, on devait s'attendre aux mêmes complications. Ils l'ont dit clairement. Alors pourquoi C'est difficilement compréhensible. C'est Jean-Michel Alexandre qui était le président du comité européen, qui était aussi mon prédécesseur. Pourquoi n'a-t-il pas pris la décision? C'est effectivement très difficile à comprendre. Entre vous et professeur Alexandre, il y a eu le professeur Abadi et le professeur Trouvin, non? Trouvin. Il y a eu Jean-Luc Trouvin. Vous avez eu deux, c'est ça? Pas tout à fait. C'est-à-dire que, non. Il y a eu Alexandre, Trouvin et moi. Ah bon, d'accord. Le professeur Abadi n'a jamais été directeur d'évaluation de l'AFSAPS. Il était directeur de l'évaluation thérapeutique et il était représentant au CHM, enfin au comité au CHMP, donc représentant français. Il n'était pas directeur d'évaluation. Hein. Non. D'accord. Excusez-moi. Alors on va parler pour l'avenir, puisque on a du mal à identifier quand même les blocages qu'il y a eu à cette époque. Vous avez appelé une révolution du médicament par un développement des études sur base de données et une réforme de la direction de la pharmacovigilance. Comment la voyez-vous? Je suis par exemple pharmacologue. Je publie dans un journal indépendant une liste, comme cela a été fait récemment, du 10 à 15 produits à éviter. Je suis simple pharmacologue dans une région en fait, de France. Comment effectivement cette liste arrive chez vous et comment mettre en place un dispositif pour voir si il faut vraiment les retirer au bon moment? Quelle est l'évolution du dispositif à partir du moment où quelqu'un a une suspicion de retrait d'un médicament? Autrement dit, nous allons publier notre rapport en juin. Il se peut que le 1er juillet, il y ait une affaire qui sorte sur quelques autres médicaments. Est-ce qu'on va être obligé de recréer une commission sur une autre affaire? On a fait Vioxx, on a fait Mediator. Est-ce qu'il va y avoir d'autres affaires? Comment faire en sorte que le système fonctionne lorsque quelqu'un, à un moment X, pose une alerte? Alors, quelles sont vos idées concrètes sur ces points? Je crois que personne n'est tout seul sur un problème pareil. Si vous voulez, vous pouvez voir quelqu'un à l'origine d'un questionnement, mais si vous voulez, la plupart des problèmes auxquels on s'adresse sont des problèmes maintenant internationaux, mondiaux, et nos informations sont multiples. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez donc un insert d'alerte, puisque c'est le terme, nous avons plusieurs sources d'informations, la base de pharmacovigilance, qu'elle soit française ou européenne. Vous avez la base des essais cliniques qui ont été faits ou qui sont en cours, pour lesquels il y a une remontée de pharmacovigilance sur les essais cliniques. Et puis vous avez toutes les publications qui sont faites dans le monde entier. Vous avez des discussions, des interrogations entre les agences. Nous, par exemple, AFSAPS, on a un accord de confidentialité avec la FDA. Quand on a un questionnement, on les questionne. On dit, est-ce que vous avez le même problème? Pour les héparines, c'est ce qui a fonctionné. On a eu un échange à l'échelon international. Donc, si vous voulez, en plus, maintenant, quand on a... Alors, si vous voulez,
l'apport de l'interrogation des bases de données, moi, me paraît extrêmement important. Et c'est la CNAM qui a démontré de manière absolument étonnante la puissance d'interrogation de la base CNAM française du SNIRAM, puisque c'est elle qui est venue conforter le signal qu'on avait de pharmacovigilance. Et cette possibilité d'interrogation est très récente. Elle date de 2008. Et même le chaînage avec parce que c'est un chaînage entre le SNIRAM, qui sont les prescriptions, PMSI, hospitalisation, cause hospitalisation, et depuis 2010, c'est ce qu'on a pu faire pour la connexion avec l'INSEE pour la mortalité. Et on ne pouvait pas le faire avant. On ne pouvait pas le faire avant. Et donc, ceci, si on peut avoir, pour n'importe quel signal de pharmacovigilance, possibilité de compléter un signal par une interrogation des bases de données, c'est là que ça nous donne tout de suite plus de puissance. Mais ce que l'on fait, nous, quand on a un signal, si vous voulez, si un médecin ou quelqu'un nous interroge, ou un centre de pharmacovigilance, puisque normalement c'est comme ça que ça doit se passer, c'est-à-dire qu'un médecin voit un effet indésirable ou quelque chose qui l'intrigue, le premier réflexe qu'il devrait avoir, c'est soit il appelle l'AFSAPS, mais nous généralement on le renvoie sur le centre de pharmacovigilance régional correspondant. Les médecins du centre analysent le sujet, le font remonter, ça discute. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On interroge les autres, la base européenne, on interroge les bases d'essais cliniques, c'est comme ça qu'on procède. Donc, si vous voulez, il y a quand même tous les outils en place, possiblement, pour pouvoir répondre à un questionnement rapide. Et si on se pose des questions, bien, vous prenez l'exemple de la rosiglitazone qu'on a retirée du marché il y a récemment, eh bien, c'est une succession d'études qui ont été réalisées pour essayer de comprendre s'il fallait ou s'il y avait un surrisque de mortalité ou de morbimortalité cardiovasculaire. Et il y a eu à peu près une cinquantaine d'études en 10 ans. Donc c'est l'accumulation des informations qui a fait qu'in fine, on a dit, bon, la balance bénéfice-risque n'est plus favorable, il faut retirer. Mais ça a pris plusieurs années d'accumulation d'informations, soit de bases de données américaines, pour la rosiglitazone, soit d'essais cliniques, soit de cohortes, etc. Donc si vous voulez, il y a tous les outils dont on dit, actuellement, pour pouvoir répondre à une question. Donc c'est une question d'organisation, de capacité d'organisation informatique, d'interrogation informatique assez facile. Et nous avons le projet, on a de faire une convention entre la CNAM et la FSAPS pour pouvoir que la FSAPS puisse plus facilement interroger les bases CNAM et travailler avec eux pour pouvoir détecter des signaux. Mais les bases CNAM ne nous donneront que des informations sur les événements graves, c'est-à-dire les hospitalisations. Si on peut avoir en plus un complément, ça sera pour les années après, sur le dossier médical avec les pharmaciens et avec les médecins, sur les données cliniques, les diagnostics de maladies, sous couvert de confidentialité, là, ça deviendra extrêmement puissant. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, Monsieur Barbier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, moi je reviens sur la question qu'a posée Madame le rapporteur. Quand même, les alertes sur les cas de HTAP ont duré quand même plusieurs années. Comment ça se fait dans beaucoup de pays, on a interdit, on a supprimé ce médicament et qu'on est resté en fonctionnement interne, hexagonal, regardant comme ça? C'est quand même un véritable problème de pays très proches, voisins, la Suisse, l'Espagne, l'Italie, tout ça. Et personne n'a bougé dans la pharmacovigilance ou dans n'importe quel organisme, j'en sais rien, sur cette alerte qui était, même si en 99, comme l'a dit le Président, on pouvait éventuellement dire on ne savait pas, il y a quand même une véritable interrogation là-dessus. Et la deuxième question que je voudrais vous poser, c'est que dans le cadre de la Société de cardiologie, l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est quand même une affection extrêmement grave. Elle est étudiée assez périodiquement pendant 15 ans, depuis 1995. Ce problème a été occulté, n'a pas fait l'objet de communication. Il y a une petite lacune aussi au niveau de cette société qui réunit l'ensemble de nos cardiologues. Et puis une question un peu plus prospective. Est-ce que vous pensez que le fait que le Mediator soit sorti sur la place publique, la concomitance de la publication d'une liste de 67 médicaments sous surveillance ou à étudier ou à se méfier,
Ça, un certain rapport. Il y a un mois du Célébrex. Alors, donc pour la première sur l'hypertension artérielle pulmonaire, effectivement, il faut bien voir la chronologie et les nombres. C'est ça qui a induit en erreur. C'est-à-dire qu'avec l'isoméride, pour une commercialisation entre 85 et 97, vous avez, je sais pas les chiffres exacts, mais il y a plus de 150 cas d'hypertension artérielle pulmonaire en France qui ont été notifiés, plus de 150. Et il y en a encore. Hein. Bon. Puisque après la fin du traitement, on voit que ça continue. D'accord. Ah oui. Donc plus de 150 de cet ordre de grandeur-là. Avec le Mediator, en 99, premier cas notifié. Et si vous voulez, jusqu'en 2006, il y en a eu 5 à peu près. Et c'est vrai, avec peut-être une mauvaise interprétation ou une interprétation difficile, dans la mesure où beaucoup de patients qui prenaient du Mediator et qui avaient une HTAP avaient pris de l'isoméride. Et donc on a dit, comme le Mediator était mal positionné, on a dit c'est plutôt l'isoméride qui est responsable. Donc il y a eu à peu près une dizaine de cas comme ça qu'on aurait pu aussi bien attribuer au Mediator que au... Oui. Dès 98, on en a identifié 11 qui étaient dans ce cas-là. Et il y avait une association isoméride-Mediator. D'accord, tout à fait. C'est ça. D'accord. Mais on reste, si vous voulez... la seule publication qu'on ait des cas d'hypertension artérielle pulmonaire avec Mediator, c'est 2009. 5 cas par l'équipe de Béclair avec Irène Frachon. 5 publiés. Bon, donc c'est ça qui est, si vous voulez, qui a induit en erreur, c'est cette différence quantitative. Vous avez des centaines de cas avec l'isoméride et on en a très peu finalement avec le Mediator. Oui, mais enfin, écoutez, certains pays quand même n'attendent pas d'être submergés par les cas pour suspendre le produit. D'accord. Un seul cas, quelquefois, suffit à prendre une décision qui me semble procéder du principe de précaution, surtout quand on a affaire à un médicament dont on sait que le service médical rendu est insuffisant. Vous avez raison. C'est ça le problème. Vous avez raison si on a bien identifié le produit comme potentiellement susceptible de donner le même type de complications. Mais justement, on ne l'avait pas identifié. Écoutez, monsieur le professeur, quand on met un médicament sur le marché, le rapport bénéfice-risque est présumé. Ça n'est pas une certitude. On le met quand même sur le marché. Mais, et vous, quand il s'agit de le retirer, alors là, vous ne vous contentez pas de présomption. Vous voulez des certitudes. Vous ne pensez pas qu'il y a là comment dirais-je, un manque de symétrie, quoi. De la même façon que on met sur le marché un médicament dont on n'est pas sûr de la balance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on prescrit de plus en plus des plans de gestion des risques. Mais en ce qui concerne le retrait, alors là, il faut qu'on ait la certitude. Pourquoi on n'aurait pas là aussi des présomptions ? Pourquoi est-ce que devant 1 ou 2 morts, on ne se dit pas non, on va retirer le produit parce qu'il y a une présomption ? Pourquoi dans un cas on parle présomption et dans l'autre il faut des risques avérés ? Il y a là une inégalité, une asymétrie que je ne comprends pas. Sauf à imaginer que c'est, comment dirais-je, l'intérêt du médicament ou du laboratoire qui prévaut sur celui du malade. Mais je n'ose pas penser ça. Non. Bien entendu. Bien entendu. Bon. Je n'ose pas penser ça. Parce que c'est une pensée qui est totalement hérétique et qui n'a pas lieu d'être. Quoique depuis le Mediator, ça chemine. On n'est plus aussi tranché qu'avant. Ou est-ce que c'est la jurisprudence du Conseil d'État qui exige qu'il y ait des certitudes juridiques pour retirer, des certitudes scientifiques pour retirer un médicament ? Alors, il y a 2 points là, enfin un petit peu différents, complémentaires. Pourquoi on ne retire pas quand on a 1 ou 2 cas ? D'accord ? Alors là, en l'occurrence, on ne l'a pas retiré, enfin c'est mon interprétation, c'est parce que on n'a pas considéré que c'était la même molécule, ou la même molécule proche, puisqu'on a dit que c'est pas un anorexique. Il était positionné, je reconnais que par erreur, ok, on ne va pas y revenir, mais il était positionné pas comme l'isoméride, pas comme un anorexigène. Donc, quand vous avez, à la limite, elle a été considérée comme, à tort, comme un produit différent, et donc on voit arriver 1, 2, 3 cas. Quel est le raisonnement de la pharmacovigilance ? C'est un raisonnement de pharmacoépidémiologie. On compare les effets attendus aux effets observés. Et si vous voulez,
quand on dit le Mediator est prescrit à des millions de personnes et qu'on observe 1 ou 2 cas d'HTAP, ce n'est pas différent de la fréquence de l'événement qu'on attend dans la population standard. C'est ça le raisonnement qu'on fait. Donc on ne va retirer un produit que lorsque la fréquence des événements est nettement, je dis nettement, parce que bon, il y a une temps nettement supérieure à ce qui est attendu. C'est comme ça qu'on raisonne. Et le deuxième point, effectivement, pour retirer un produit, et ça c'est un des enseignements de Mediator, et je peux vous dire qu'on va l'utiliser, et on va très rapidement, là, dans les jours qui viennent, avoir des travaux pratiques là-dessus, enfin, avec des médicaments qu'on va essayer de retirer, parce que jusqu'à présent, on nous disait, enfin, nos collègues du juridique nous disaient, à cause de la jurisprudence, il nous faut, pour retirer un produit, il faut des nouvelles données. Et des nouvelles données de risque, parce que généralement, on retire un produit qui est sur le marché beaucoup plus pour un problème de risque que pour un problème de manque d'efficacité, parce que, tout simplement, quand un produit a été mis sur le marché, le laboratoire ne fait pas d'études pour démontrer que son produit n'est pas efficace. Enfin, ça ne se passe pas. C'est rare. Ça, on comprend. Hein, bon. Ils ne sont pas là pour ça. Ils ne sont pas là pour ça et c'est pas la peine. Chacun son travail. Bon. Une fois qu'il y a l'AMM, on considère qu'il y a un effet thérapeutique au minimum. Bon. Et donc là, si vous voulez, la jurisprudence nous dit que si vous n'avez pas de nouvelles données, le laboratoire va se défendre et va au Conseil d'État nous retoquer en disant vous n'avez pas de nouvelles données, vous ne pouvez donc pas retirer le produit. Donc effectivement, si ce paradigme peut changer, là, ça changera beaucoup parce que ça nous permettra, nous, agence, d'aller plus facilement retirer des produits pour lesquels on estime que le bénéfice n'est plus à hauteur des progrès de la médecine et que le profil de risque est inadéquat, enfin inadmissible. Et c'est pour ça qu'on peut, à ce moment-là, on pourra retirer des anciens produits qui ne servent pas à grand-chose. Je n'ai pas l'impression que c'est la crainte du Conseil d'État, voyez-vous, qui a empêché que le Mediator soit retiré. Hein. Non, je ne pense pas, non. Je n'ai pas l'impression, ça n'apparaît pas en tout cas dans tout ce que j'ai lu. Hein. Mais par exemple, je prends notre médicament parce que je l'ai en tête, parmi la liste des produits à éviter. Je voudrais vraiment comprendre d'un point de vue concret. Il y a un médicament comme le Celebrex, par exemple, aujourd'hui, qui est, paraît-il, à éviter. Moi, je connais quelqu'un à qui ça a été prescrit il y a un mois. Comment, à partir de cette indication, il est à éviter, vous allez, vous, concrètement, l'évaluer et, à un moment, le retirer sur le marché? Quelle est la procédure? Si vous voulez, un médicament, une fois qu'il est mis sur le marché, il est surveillé de manière régulière, avec des rapports de sécurité que la labo doit fournir, et au bout de 5 ans, on décide le renouvellement définitif du produit ou pas. Avant, il y avait des renouvellements tous les 5 ans. Maintenant, c'est fini. Au bout de 5 ans, si on considère que le rapport bénéfice-risque reste favorable, on dit OK. On peut le regretter, ça, qu'on ne fasse plus de contrôle tous les 5 ans? Non, je pense que c'est à peu près satisfaisant, puisque, si vous voulez, normalement, on peut espérer qu'une fois que le médicament a été mis sur le marché, après 5 ans de commercialisation, plus toutes les informations qu'on a avant, on devrait avoir suffisamment d'informations pour être cerné le problème. Le Mediator, par exemple. Oui, mais le Mediator, c'était il y a avant. Ce n'est plus les conditions actuelles de. Bah oui, ça change beaucoup. Oui. Ça change. Non, objectivement, quand même. Les nouveaux produits sont. Il y a beaucoup de choses de changer, je suis d'accord. Les nouveaux produits, comme vous l'avez dit, il y a des plans de gestion de risque, sont quand même beaucoup plus cernés. On est quand même beaucoup plus exigeant pour quand le laboratoire dépose son produit en termes d'études pour valider le caractère favorable du bénéfice-risque. On leur demande des études complémentaires et c'est une évaluation internationale. Donc, si vous voulez, pour le Celebrex, la seule possibilité, c'est s'il a été renouvelé au bout de 5 ans, je crois que c'est le cas, hein, c'est un produit relativement ancien, et les seuls motifs de retrait, c'est s'il y a de la notification avec plus d'événements indésirables que attendus dans la classe de ce type de médicaments. Et si vous avez des études cliniques, et c'est ce qui a été fait avec le Vioxx ou avec d'autres produits, c'est-à-dire que le laboratoire essaie de faire des extensions d'indication, il fait des études dans d'autres pathologies et il met en évidence
des événements indésirables qui n'avaient pas été détectés. Ça a été l'histoire du Vioxx. Madame Goulet. Les travaux scientifiques. Ah, pardon. Oui, les travaux de la Société française de cardiologie. Bon. Oui, alors la Société française de cardiologie pour l'hypertension artérielle pulmonaire, vous avez des centres de référence qui travaillent là-dessus, qui sont extrêmement attentifs. Il y a eu plusieurs études coordonnées par Antoine Becler, dont une en 2005. Ils n'avaient pas retrouvé eux-mêmes le Mediator comme sortant particulièrement dans l'eau. Et eux, je vous dis, ils en ont retrouvé 6 ou 5, je ne sais plus, enfin 5 ou 6, publiés en 2009. Bon. Donc je crois que pour l'HTAP, si vous voulez, en France, il y a des centres de référence, il y a un réseau qui est très très bien structuré, des gens qui connaissent très bien le sujet. Donc je crois que c'est assez bien balisé. Pour les cardiologues, alors c'est vrai que c'est, et je dirais même pour les chirurgiens cardiaques, parce que je les ai interviewés, mes collègues de la Pitié, puisque normalement la lésion, si vous voulez, est assez spécifique au niveau de la valve, puisque c'est une fibrose, c'est une stimulation des récepteurs sérotoninergiques. Ça donne une fibrose et les valves sont moins souples et donc à ce moment-là, elles ne se ferment pas bien, elles fuient. Bon. Et puis, donc il y en a un certain nombre qui ont été opérés, remplacement valvulaire, donc les chirurgiens ont normalement vu l'aspect des valves. Eh bien, si certaines anomalies valvulaires ont pu être typiques de ces anomalies, apparemment beaucoup ne l'étaient beaucoup moins, puisque quand vous les interrogez, et même Irène Frachon la rapporte dans son livre, quand elle questionne le chirurgien, elle dit « Qu'est-ce que vous en pensez de cet aspect de valve ?» Il dit « Bon, c'est une valve fibreuse, banale, dégénérescente. » Bon, ça, ils ne font pas tilt. Et donc, ils n'ont pas réagi. Et c'est ça qui est peut-être surprenant, mais qui veut dire aussi que les lésions ne sont peut-être pas si évidentes que ça à voir, sauf dans quelques cas particuliers. Donc, si vous voulez... les cardiologues, s'ils voient une fuite valvulaire, mais s'ils ne sont pas sensibilisés au fait qu'un médicament peut donner une fuite, ils ne vont pas notifier, parce qu'une fuite valvulaire pour un cardiologue, c'est banal. Et puis les chirurgiens cardiaques, s'ils ne voient pas, ils ne vont pas non plus notifier. Madame Goulet. Oui, Monsieur le Président, je voudrais dire qu'au fil et au cours des différentes auditions, on a un peu admis l'idée de ne pas avoir de réponse, parce que j'ai en mémoire l'audition de Madame Casteau qui avait été quand même beaucoup plus sévère et beaucoup plus musclée. Oui, merci de m'avoir soufflé musclé, mais parce que il y a quand même des choses qu'on a du mal à comprendre. Vous nous avez dit exactement, Servier a fait tant et si bien pour la présentation, que finalement la présentation de son produit a donc conduit à ne pas le contrôler et à ne pas l'évaluer. Est-ce que vous pensez que ce défaut d'évaluation pourrait aujourd'hui se reproduire? C'est-à-dire qu'est-ce qu'un laboratoire qui va faire tant et si bien, comme vous avez dit, pourrait aujourd'hui arriver aux mêmes fins, c'est-à-dire à faire en sorte qu'on ne contrôle pas? Parce que là, on a une première faute, je dirais. Il y a un premier manquement à cet endroit-là. Moi, je suis pas médecin, je suis pas pharmacien, mais je suis consommateur potentiel. Donc, je m'interroge et je me dis, voilà, un laboratoire qui fait tant et si bien pour présenter que finalement on ne contrôle plus. Donc, est-ce que vous pensez que ce type de présentation magistrale pourrait aujourd'hui conduire à un nouveau manque d'évaluation du produit? Deuxièmement, Madame Casteau, vous avez bien dit, vous comprenez, on l'a mal positionné, donc évidemment on n'a pas cherché là où on aurait dû. Ça, on a bien compris que l'erreur d'aiguillage faisait qu'on n'était pas du tout au même niveau. Donc ça on l'a compris. Mais votre mission, c'est également d'être directeur de l'évaluation du médicament. Et le professeur Montastruc nous a expliqué tout à l'heure que la profession dans son ensemble, pas on, mais un peu des étudiants aux professeurs, manquait de deux choses. D'une part, de transversalité, c'est bien. Oui, on va le faire comme ça. Transversalité des informations, et deuxièmement, d'un manque de culture du risque. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire assez rapidement comment se fait l'évaluation du risque, combien il y a de personnes qui gèrent le risque et comment vous l'appréciez aujourd'hui? Merci. Alors, juste une remarque. Quand le laboratoire Servier, effectivement, ont déposé leur dossier d'AMM en 1976,
Leur dossier, 14 peut-être, oui, effectivement, parce que la commercialisation, c'est 74. Leur dossier était conforme à ce que on pouvait exiger d'eux. C'est-à-dire qu'il y avait un dossier toxicologique, il y avait un dossier, enfin, il y avait ce qu'il fallait. Et ils avaient déposé des études dans le métabolisme qui démontraient un effet. OK ? Donc, le tort, c'est qu'ils n'ont pas montré d'autres études qu'ils avaient en magasin, entre guillemets, qui démontraient des propriétés norexigènes. Et encore moins des données comparatives versus isoméride. On n'a aucune donnée comparative. Aucune. Ils auraient pas dû les avoir ? Mais bien sûr qu'ils les ont. En 74, c'était pas... Vous auriez dû les demander à ce moment-là ou pas ? Oui, mais je n'étais pas là en 74. Mais bien sûr. Si, alors aujourd'hui, aujourd'hui un dossier, le laboratoire, c'est-à-dire que la législation a évolué. D'accord. C'est-à-dire qu'il est absolument obligatoire pour un laboratoire de déposer toutes les données de son produit, même celles qui ne correspondent pas à l'indication qu'il soumet. Sauf qu'il n'y a pas de sanction s'il ne les donne pas. Hein. Oui. D'accord. Il n'y a jamais de sanction contre les laboratoires. Jamais. Ça va changer, Monsieur le Président, jamais. après notre rapport. Jamais. Il y a eu un projet de sanction, mais il a été levé lorsque l'intéressé a entendu, il s'agissait du CEPS, a entendu le laboratoire, oui. Mais il n'y a pas de sanction. De même d'ailleurs que pour les experts qui ne déclarent pas leur lien d'intérêt. Il n'y a pas de sanction non plus. Alors, heureux qu'ils continuent à le faire, hein, parce que finalement, s'ils ne le font pas, on leur dit rien, on leur fait rien. Donc, on peut se féliciter qu'ils continuent à le faire. Hein. Allez-y. Alors, pour la culture du risque et savoir comment est-ce qu'on évalue. Oui. Alors, c'est vrai qu'au cours des études médicales et dans l'enseignement, on favorise plutôt le diagnostic, la thérapie, enfin, diagnostic surtout, la thérapeutique un peu moins, et effectivement, la gestion du risque peut-être pas assez. Ça, c'est effectivement une des réformes de fond peut-être, ou enfin réforme, je ne sais pas si on peut appeler ça réforme, mais enfin une notion qu'il faut peut-être augmenter dans l'enseignement de la pharmacologie ou de la thérapeutique sur la balance bénéfice-risque. Hein, ça, c'est d'accord. C'est vrai que de manière, moi, depuis le début, quand j'étais médecin, cardiologue à la Pitié, c'est vrai que on n'est pas le risque médicamenteux n'est pas quelque chose qui nous préoccupe au premier chef, c'est certain. C'est en dernier lieu que si on a quelque chose qu'on n'explique pas, ou on cherche, et puis on se pose la question, effectivement, du médicament, mais peut-être pas assez. Ça, c'est certain. Alors actuellement, à l'agence, si vous voulez, pour un dossier, l'évaluation du bénéfice-risque, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Vous voulez des détails sur savoir comment on fait, combien de personnes, etc. Écoutez, compte tenu du temps qui nous est imparti, peut-être que cette réponse pourrait se faire par écrit, par exemple. Hein. Pas de souci. Si vous me dites, je peux vous donner les détails. Le suivi, Monsieur le Président, mais je suis d'accord. C'est important. Vous voulez que... si monsieur répond par écrit, on aura ça dans le rapport. Ça vous satisfait? Oui. Non, je fais ça uniquement pour des raisons... Non, j'entends, mais on a eu l'après-midi sur cette notion du risque. Donc je pense que c'est important que mais non, mais je n'ai pas dit que votre question n'était pas importante, bien au Non, contraire. elle est essentielle. Non, mais je suis d'accord. Vous vous satisfaisez de cette réponse, oui. Absolument, Monsieur le Président. Elle sera complétée. C'est tout ce que je voulais savoir. Bien sûr, Monsieur le Président. Il me faut un peu de temps pour répondre à la question. C'est ça que je veux dire, parce que l'évaluation du bénéfice et le suivi du risque, je ne peux pas le dire en 15 secondes. Absolument. D'accord. Merci. Surtout qu'il y a d'autres questions. Madame Marie-Christine Merci. Blandin. Moi, j'ai deux questions techniques. Tout d'abord, est-ce que dans une commission qui rend un avis d'évaluation, on fait sortir, oui ou non, les personnes qui ont des liens d'intérêt déclarés? Est-ce qu'ils sortent physiquement? La deuxième question, vous nous montrez tout un environnement finalement favorable à la bonne décision. Or, elle n'a pas été prise. Donc, moi, je voudrais vous interroger sur des événements troublants. En 97, le 16 avril, l'agence veut modifier l'AMM. Mais le 5 juin, elle annule cette modification.
Le 24 avril 2000, l'agence est ferme. Malgré la demande de Servier, elle refuse que l'AMM Mediator devienne antidiabétique de premier rang. Il fait un recours, c'est rejeté le 11 décembre, mais finalement, en juin 2001, l'AMM devient quand même adjuvant du régime du diabète. Moi, j'aimerais bien avoir les agendas des gens qui ont changé d'avis. Et ça peut paraître intégriste comme demande, mais dans les collectivités, quand on fait un appel d'offres pour un stade ou un lycée, il est interdit à nos directeurs de rencontrer les postulants. Et si on trouve sur leur agenda des rencontres, c'en est fini du marché. Or là, des gens qui jouent avec notre santé, je voudrais savoir ce qu'on fait de leur agenda. Je voudrais savoir si les rendez-vous sont à plusieurs personnes ou seuls, quand quelqu'un vient de chez Servier. Alors, je peux difficilement répondre dans le détail sur les rendez-vous qui ont été pris à cette époque-là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, quand on reçoit des industriels à la FSAPS, on les reçoit à plusieurs, d'une manière générale, et il y a des comptes rendus de toutes les réunions. Maintenant, on ne contrôle pas les agendas des experts et de tout le monde. Ça, c'est certain. Alors, pourquoi il y a eu des changements d'opinion? Effectivement, là, il y a eu des changements, notamment, enfin, un peu explicables sur des retournements. Enfin, la commission d'AMM avait voté donc contre le maintien d'une indication dans le diabète, si je me souviens, et qu'elle est revenue, si vous voulez, par le biais d'une lettre d'Ariel Nord sur la notice et l'étiquetage. Et bon, cet épisode est vraiment très difficile à comprendre et à expliquer pourquoi il y a eu cette procédure, ce fait. Et effectivement, manifestement, c'est probablement le résultat d'une influence énième de Servier, c'est probable, et que à ce moment-là, à partir du moment où la notice et l'étiquetage sont modifiés, il faut obligatoirement revenir à l'AMM et la modifier. Alors, je ne sais pas si ça a été volontaire ou pas, c'est pas à moi de le dire, mais c'est vrai que c'est pas clair. Mais bien sûr, les experts. Mais c'est fini, ça. Les laboratoires, les autres n'ont pas d'influence. Mais si, aussi. Bien sûr. Ah bon. Tous les laboratoires. Très bien. Monsieur Cazot, vous avez demandé la parole. Très rapidement, en tant que membre de l'APSAP, je voudrais vous demander si vous pouvez me dire comment s'est construit les premières estimations de 500 morts dues à la prise du Mediator par l'AFSAP en novembre 2010, alors que la CNAM l'estimait raisonnablement à 2000 en octobre de la même année. Est-ce qu'il y avait une méthodologie différente? Est-ce que vous aviez des moyens plus précis que la CNAM pour faire cette estimation, pour contredire l'estimation? Alors, je suis bien placé pour vous répondre, puisque c'est moi qui fais les estimations et qui ai interrogé la CNAM. Donc, très précisément, l'accord de la CNAM, c'est 300 000 patients, à peu près, enfin 300 000 et quelques poussières, en 2006. Suivi plusieurs années jusqu'en 2010. Sur ces 300 000 patients qui ont pris du Mediator, vous avez 64 décès. Sur ces 64 décès, vous en avez 45 qui sont imputables directement ou indirectement à une pathologie valvulaire cardiaque. 45. Comme l'étude de la CNAM précédente et l'étude d'Irène Frachon avaient démontré que le risque de valvulopathie est multiplié par 3 quand vous prenez du Mediator, quand vous avez 45 décès imputables à une valvulopathie sous Mediator, ça veut dire qu'il y en a 30 qui sont attribuables au Mediator, puisque le risque est multiplié par 3. Ça veut dire qu'il y en a 15, si vous voulez, qui seraient survenus sans Mediator. Donc 30. OK ? 30 sur 300 000 attribuables au Mediator. Donc, la question, ça c'est absolument indiscutable. Ce sont les faits. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on calcule, si vous voulez, l'extrapolation à l'ensemble de la période d'exposition au Mediator. Donc, on estime qu'il y a environ 5 millions de patients qui ont reçu du Mediator.
Donc, si vous avez fait une règle de 3, 300 000, on a 30 décès attribuables. Vous multipliez par 15 pour avoir l'estimation sur 5 millions. Ça fait 500. Premier chiffre, donc autour de 500. Le débat qui a eu lieu, alors on dit 500, mais bon, vous pouvez faire des hypothèses un petit peu différentes. Ça peut être 300 à 700, bon, à la limite, peu importe. 500. Le débat qui a eu lieu avec les épidémiologistes, avec Mme Hill, avec Mahmoud Zureg et Mme Fournier, ça a été, auquel on a fait appel parce que, effectivement, devant ces chiffres, on s'est dit il faut qu'on ait des épidémiologistes confirmés qui nous aident à estimer. Et donc le débat a été comment extrapoler à la mortalité à plus long terme, puisque là c'est une mortalité sur un suivi de 5 ans, puisque la cohorte c'était 2006 jusqu'à 2010. Et donc tout le débat a été de dire est-ce qu'on peut extrapoler à une surmortalité à plus long terme, dans la mesure où quelqu'un qui a une valvulopathie est à plus haut risque de décès à long terme, 20 ans après. D'accord ? Donc c'est ce calcul-là qui est extrêmement difficile, qui a donné lieu à d'intenses débats. C'est pour ça qu'initialement, on avait dit c'est 500 morts au moins, et que ce débat était interne, et que, bon, il a été rendu public, donc les chiffres ont été rendus publics. Donc c'est vrai que vous pouvez, avec certains calculs, vous pouvez, sur ce calcul de surmortalité à long terme, vous pouvez aboutir jusqu'à 2000 décès. Mais si vous voulez, on n'en saura jamais rien, on ne saura jamais, parce que c'est une surmortalité à long terme, et des patients qui ne sont pas encore décédés. Mais vous le contestez alors, les 2000 Non, je ne conteste pas du tout. Non, mais les 2000 morts, vous les contestez ou... Non, je ne conteste pas. J'essaye de vous expliquer le calcul. Et j'essaye de vous dire qu'on ne saura... On ne saura jamais exactement... Et ça n'a pas une importance considérable, parce que les gens qui sont à risque de surmortalité, qui ont une valvulopathie, ce sont ceux-là qu'il faut suivre et qu'il faut traiter. Et c'est ce qu'on fait. Bien. Donc, je ne conteste absolument pas, je tiens à le dire. Alors, avant de nous quitter, parce que nous avons d'ailleurs dépassé le temps qui nous était imparti, je vais passer... J'y vais... non, j'ai simplement une question. Bon, vous avez pris cette initiative, donc, de demander à la sécurité sociale, à l'assurance maladie de faire cette étude, et je dois vous féliciter d'avoir pris cette initiative, parce que c'est vrai que c'est ce qui a permis de déclencher cette affaire, de s'apercevoir que le médiateur effectivement a fait plus de morts qu'on ne le pensait. Mais je me dis, mais pourquoi ne pas appliquer à d'autres médicaments ce qui a si bien réussi pour le médiator? Je pense par exemple à la rosiglitazone. Vous savez, l'Avandia, cet antidiabétique, il a quand même, selon les dernières publications aux États-Unis, fait quelque chose comme 85 000 infarctus du myocarde, dont on sait que on peut en mourir. Donc, et il n'y a pas que la rosiglitazone, il y a aussi la pioglitazone, qui n'est pas encore retirée du marché, mais dont on vient de nous dire, c'est un de monsieur le professeur Montastruc qui nous a dit qu'il était très inquiet parce que la pioglitazone provoquait des cancers de la vessie. Alors on dirait, bon, une fois qu'on a le cancer, ça permet de prescrire d'autres médicaments anticancéreux, mais enfin, je pense que si on peut éviter que ces gens-là prennent des médicaments cancérogènes, c'est peut-être quand même préférable que de permettre à des laboratoires de continuer à les soigner une fois qu'ils ont le cancer. Vous voyez, quelquefois d'ailleurs ce sont les mêmes. Mais donc c'est pourquoi cette initiative qui vous a si bien réussi, pourquoi ne pas la prendre concernant l'Avandia et la rosiglitazone? Je vous demande pas de la prendre pour le Vioxx, parce que malheureusement c'est pas possible, ni pour les fenfluramides, c'est pas possible. Ça aurait été intéressant pourtant, mais en tout cas pour ces deux médicaments, ça me vient à l'esprit. Mais pourquoi est-ce que on ne systématise pas ces études? Précisément pour l'Avandia, je l'ai fait. Vous l'avez fait? Je l'ai fait au même moment, c'est-à-dire que en donc 2010, le débat sur la rosiglitazone. On n'en a pas parlé. J'ai demandé avec Anne Casteau, nous avons demandé à la CNAM, à monsieur Ricordo, est-ce qu'il pouvait, comme il avait fait pour Mediator chez les diabétiques, puisqu'il y a eu 2 études CNAM. Oui. Donc là, on était sur la première étude. Oui. On a dit, il y a le débat rosiglitazone à l'Europe. Il serait très intéressant, compte tenu de ce que vous pouvez faire, d'interroger votre base de données. Je leur ai posé exactement la même question. Donc application, et je peux vous dire donc le résultat. Alors,
il faudrait peaufiner l'analyse. Elle n'est pas complète. Oui. Je dis sous réserve, si vous voulez. Le diagnostic, ils ont travaillé sur hospitalisation pour infarctus du myocarde, hein, puisque c'était ça le sujet. Oui, c'est ça, oui. Et ils ont comparé pioglitazone et rosiglitazone. Et en France, dans les conditions donc d'utilisation, il y avait, semble-t-il, pas de différence entre les deux. Hein. Mais on a eu ces résultats préliminaires trop tard, entre guillemets, puisque le débat à l'Europe, le vote du CHMP on avait décidé de retirer la rosiglitazone. Oui. Donc le résultat, si vous voulez, il est arrivé une semaine après, donc trop tard. C'est-à-dire que, je l'avais demandé. Et pour la PIO, c'est ce qu'on est en train de faire. On a demandé la même étude à la CNAM et on doit avoir d'ailleurs une réunion la semaine prochaine, je crois, avec M. Rigordeau pour voir le protocole, et ils nous ont dit qu'ils pourraient avoir les résultats d'ici la fin du mois. Donc, si vous voulez, je ne peux qu'aller dans votre sens. C'est-à-dire que là, si on peut avoir systématiquement accès aux bases de données CNAM, on le fera. Simplement, c'est un problème de moyens, de temps et d'argent. Ce qui est un élément qui permettrait d'aider ceux qui ont à prendre la décision d'un retrait. On peut regretter d'ailleurs que l'Agence européenne du médicament nous ait dit qu'elle n'est pas, la semaine dernière, qu'elle n'ait pas le pouvoir de retirer un médicament qui est mis sur le marché. Attends, non, je crois pas. Pardon ? Bon, écoutez, on réglera ça entre nous, vous inquiétez pas. Voilà. Je crois qu'on va en rester là. Hein, et je vais donc lever la séance en vous remerciant, monsieur le professeur, d'avoir fait face et d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées. Merci encore. Et je vous envoie mes déclarations de conflit d'intérêts. Ah oui, j'avais oublié. Et la note sur le risque. J'avais oublié. Et puis, oui, c'est ça. Oui, vous savez. Merci.